c'est pas le Libanais ne vit pas avec l'Ivoirien. Donc, c'est pas un mauvais langage de dire Libanais sans rajouter sans rajouter Ivoirien. Parce que ça va même pas ensemble. Pourquoi? Parce que le Libanais est resté Libanais, il est enclos dans son statut de Libanais avec ses frères libanais. Voilà pourquoi moi j'ai du mal, même si je rajoute Libanais, Ivoirien, pour moi ça veut rien dire. Parce que le Libanais, il reste Libanais en Côte d'Ivoire. Parce qu'il vit à part et il vit entre lui, les Libanais. Je répète que la nature a horreur du vide. Les gens qui viennent profitent de ce vide-là pour faire leur business. Mais pourquoi nous, on n'achète pas parfois, il y a le kiosque d'un Congolais, tu préfères aller chez les Libanais. Mais tout ça, c'est parce que l'État ne régule pas. Le Libanais a beaucoup d'avantages. Nos États africains privilégient les étrangers au détriment des autochtones. Ils pensent que faire le business avec l'étranger, c'est mieux que de faire avec son compatriote. Entre les Libanais, la communauté libanaise et la communauté et les Ivoiriens d'origine, mais pas des origines, c'est pas le terme exact, mais entre les Ivoiriens de différentes couches. Moi, ce qui m'a beaucoup attiré et qui m'a beaucoup plu, c'est une intervention, je crois que je l'ai envoyée dans le groupe ou bien à Namiaka, c'est l'intervention d'une dame qui explique, j'ai découvert par hasard qu'en Côte d'Ivoire, il y a un procureur chargé des réseaux sociaux, hein, vous imaginez le pouvoir que les réseaux sociaux ont, qu'on a sous-estimé et qu'on a négligé dans beaucoup de pays. C'est une dame qui explique ceci. La communauté libanaise revendique son droit d'être ivoirienne et donc de pouvoir avoir certains représentants. Alors la dame, elle pose la question de manière naïve. Elle dit, je suis naïve. Permettez-moi, avec ma naïveté, de vous poser une question. Les Libanais, vous êtes en Côte d'Ivoire, pas seulement, au Congo, on en a parlé sur le lycée français, dans beaucoup de pays africains, vous vivez entre vous. Vous vivez en communauté, ce qu'on appelle, vous faites du communautarisme, et tout d'un coup, vous découvrez que vous êtes de ce pays et vous voulez, il y a un qui veut devenir maire. Elle pose la question, puisque vous ne fréquentez personne, vous ne fréquentez pas les Ivoiriens, vous ne fréquentez pas la population autochtone, comme on dit, vous vous mariez entre vous, vous n'aimez pas les Noirs. Au Liban, les Noirs sont comme des sous-personnes. Vous ne les considérez pas, on ne vous a jamais entendu ici défendre vos frères ivoiriens. Maintenant, vous voulez devenir maire. Vous serez maire de qui? Des Ivoiriens libanais ou vous serez maire de vous-même? C'est une question assez naïve, mais classique, qui est valable dans plusieurs pays. D'abord, est-ce que poser ce genre de questions, ça veut dire qu'on est xénophobe ou on n'est pas tout simplement réaliste? Le communautarisme qui est combattu à l'extérieur, notamment en Occident, pour ne pas dire chez vous en France, même en Angleterre où je suis, on oublie souvent qu'il faut s'intégrer et qu'il faut aussi pouvoir vivre avec les autres. Or, beaucoup de gens, beaucoup de communautés, on va parler surtout de celles-là, la communauté libanaise et la communauté française, se sentent supérieures quand elles sont dans les pays africains. Ils vivent entre eux, mais en plus de droits que les autres. Chez les Français, notamment, on a découvert qu'ils ne payent pas les impôts quand ils sont payés localement. Leurs salaires sont même versés en France et pas dans les pays africains. Est-ce que la question que pose cette dame-là ne mérite pas d'être, discutée? Et moi, je vous pose la question, Madame Yakavou, qui est de Côte d'Ivoire, sans émotion, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Pourquoi tout d'un coup? Est-ce que parce que M. Ouattara s'est appuyé sur les Libanais pour qu'il soit président? Ou est-ce que tout d'un coup, ce problème que nous voyons surgir existe depuis des années, bien avant M. Ouattara? Madame Yaka, votre micro. Oui, excusez-moi, je coupe mon micro de temps en temps pour... Bon, merci pour la question. Bon, la question aujourd'hui du Libanais qui s'intéresse à la politique ivoirienne, c'est vu sur plusieurs volets. Hein. On peut dire Libanais ivoirien, pas seulement Libanais, les Ivoiriens libanais. Bon, écoutez. D'accord. Nous, on dit Libanais, on ne met pas Ivoirien à la base. Pourquoi? Pour la simple raison, concernant les faits que vous venez de citer, mais c'est des Libanais tout simplement, puisque on arrive à assimiler quelqu'un à soi quand la personne mange avec toi, quand elle a les mêmes habitudes que toi, quand elle est comme toi, enfin, on s'assimile aussi facilement quand on partage des choses.
quand on se ressemble sur beaucoup de choses. Alors que le Libanais, il est communautaire, il est communautariste, si on veut parler en mots justes, parce que c'est quelqu'un qui vit quelque part, mais il vit quelque part, enfin, il crée une communauté dans une communauté. Le Libanais en Côte d'Ivoire, il a ses écoles. Le Libanais en Côte d'Ivoire, il a son marché. Le Libanais en Côte d'Ivoire, il a son quartier. Enfin, c'est pas, le Libanais ne vit pas avec l'Ivoirien. Donc, c'est pas un mauvais langage de dire Libanais sans rajouter sans rajouter Ivoirien. Parce que ça va même pas ensemble. Pourquoi? Parce que le Libanais est resté Libanais, il est enclos dans son statut de Libanais avec ses frères libanais. Voilà pourquoi moi j'ai du mal, même si je rajoute Libanais, Ivoirien, pour moi ça veut rien dire. Parce que le Libanais, il reste Libanais en Côte d'Ivoire. Parce qu'il vit à part et il vit entre lui les Libanais. Moi, je suis d'accord avec toi. Bah voilà, donc c'est pour ces raisons-là que nous on peut pas, c'est pas même dire Libanais ivoirien, pour nous ça ne veut rien dire. Donc je peux pas rajouter forcément ivoirien parce que pour moi ça veut rien dire. Donc le Libanais, voilà, qui t'intéresse aujourd'hui à la politique ivoirienne, il faut voir ça sur plusieurs volets. Le Libanais est quelqu'un qui ne s'associe pas aux personnes du pays qui l'accueille. Le Libanais de Côte d'Ivoire n'est pas associé à l'Ivoirien, ni dans sa culture, ni sous toutes les formes de sa culture, que ça soit vestimentaire, alimentaire, culturelle, sur toutes les formes de la culture ivoirienne, le Libanais n'est associé à rien, à rien. Quand je vous dis à rien, voilà. Donc, le Libanais, il est dans le commerce. Et dans quel genre il est spécifiquement dans un type de commerce qui se résume à ouvrir des magasins de quincaillerie un peu partout. Donc voilà où on les connaît. Maintenant, le Libanais qui s'intéresse à la vie politique ivoirienne, parce qu'il est ivoirien, parce que il a été naturalisé ivoirien, mais on se demande de quoi on parle. De quoi on parle, puisque il est ivoirien, certes, parce qu'il est né en Côte d'Ivoire ou parce qu'il a été naturalisé, mais c'est pas quelqu'un qui assume la vie africaine ivoirienne. On ne l'a jamais vu assumer ça, puisqu'ils ne se mélangent pas à nous, puisqu'on ne leur parle pas. Ils ont leur quartier, ils ont leur école, ils ont leur fréquentation. Mais comment est-ce que quelqu'un comme ça peut s'intéresser à la vie politique au point de présenter sa candidature pour être maire ou pour aller aux élections législatives? Là, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que il y a un Libanais qui s'est exprimé, qui nous disait soit que le Libanais en Côte d'Ivoire représente 40% de l'économie ivoirienne. Donc 40% de l'économie ivoirienne, c'est le Libanais qui fait frontière entre les Ivoiriens, l'État ivoirien et toutes les autres puissances, que ce soit les puissances américaines, les puissances françaises. Donc, soi-disant, le Libanais en Côte d'Ivoire, il est protégé par la France, par les Américains, par tout ce que vous voulez. Si vous vous attaquez aux Libanais, vous attaquez à ces personnes. Et d'ailleurs, le Libanais, il est protégé par le président de la République. Donc, voilà, on se retrouve dans une configuration où un Libanais, soi-disant ivoirien, veut se présenter. Mais ça sera pas. Moi, je prends pas ça. Je prends ça à la légère, peut-être. Pour moi, ça ne serait pas possible. Je ne pense même pas qu'un Libanais va avoir le cran d'aller désigner une commune où il va se présenter. Je ne sais pas comment il va faire le campagne. À qui il va aller parler à qui? Enfin, parler en quelle langue? Il va s'asseoir avec qui? Parce qu'il ne le fait pas ordinairement. Comment il va faire? Donc, pour moi, je me dis que c'est peut-être une plaisanterie ou quelque chose qui est sorti pour nous distraire et puis nous éloigner du combat. Mais en même temps, il faut faire attention. Parce que les Libanais, bon, là, en Côte d'Ivoire, nous, on les soupçonne. On les soupçonne d'être dans les financements des guerres. Parce qu'il y a un chef de guerre, Ibrahim Koulibaly, qui a été tué, qui a confirmé qu'il a son ami libanais, qui lui a envoyé 60 millions et qu'il aurait fait des distributions, des enveloppes de 300 000 pour donner à ses collègues rebelles, ses disciples rebelles. Donc, c'est pour dire que les Libanais, ils sont aussi dans le financement des choses contre le peuple ivoirien. Donc, ici, ils ont financé la rébellion, et puis bon, il y a les histoires de blanchiment d'argent, il y a les histoires de Hezbollah, voilà. Donc,
Moi, je me dis que je ne prends pas ça au sérieux parce que pourquoi vous ne parlerez pas des connivences avec les politiciens qui leur font de la place? Parce qu'il y a aussi de la part des, il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire ce cas-là, il y a aussi de la part de ceux qui influencent, ceux qui gèrent les pays, une espèce de connivence, de lien avec les Libanais. C'est pas aussi la faute seulement des Libanais. Quand ils arrivent dans un pays, comment font-ils pour prendre le pouvoir économique s'il n'y a pas de complicité de manière locale? Oui, en tout cas pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous, l'accueil des Libanais s'est fait à partir de la guerre qu'ils ont eue avec, il y avait une guerre Irak, en tout cas il y avait une guerre en 80, dans les années 80, voilà, Iran-Irak, qui a impacté le Liban. Et donc, nous, c'est à l'issue de cette guerre-là qu'on a accueilli des Libanais réfugiés. Et donc, le président Oufoué avait pris un budget pour affecter à leur accueil, donc pour leur donner ça. Et donc, c'est avec ce budget-là, normalement, si les choses sont plus claires, mais il y a d'autres choses plus louches qui sont racontées, mais normalement, c'est avec ce budget-là qu'on a pu accueillir les Libanais, que les Libanais ont pu vraiment se nourrir et se vêtir comme il se doit en Côte d'Ivoire. Et à partir de là, quand ils ont vu que c'était une terre prospère où bon les habitants sont gaou, comme on peut le dire, gaou, des gens qui ont les yeux fermés, des gens qui ont de la richesse, qui ne savent pas qu'ils ont de la richesse. Dans ce cas-là, ils se sont formés en communauté et puis ils ont fait venir plus de familles, et ils se sont voilà. Nous les Libanais sont arrivés à partir de la guerre. Chaque pays devait accueillir des Libanais, enfin des réfugiés. Nous on les avait accueillis par rapport à ça. C'est comme ça les Libanais se sont infiltrés, enfin sont venus nombreux en Côte d'Ivoire. Oui. On peut aussi penser que sous le président Houphouët-Boigny, qui a fait rentrer beaucoup de communautés, les Libanais ont servi aussi de faire valoir d'intégration des communautés étrangères et aussi ceux qui pouvaient apporter de l'argent. Peut-être aussi ça a joué pour qu'on puisse appeler les autres. Je reviendrai vers vous, Madame Miaka, je sais que vous avez beaucoup à dire en tant qu'expert dans ce domaine-là aussi. Je vais écouter l'avis de M. Ntio, excusez-moi, M. Miambanat, du point de vue économique. M. Miambanat, les Libanais, et comme les Ouest-Africains qui arrivent dans nos pays africains, de nature, à l'opposé de ceux qui sont les immigrés à l'étranger comme vous et moi, nous on va chercher du travail, on entreprend très peu, normalement on devrait entreprendre. Il y a une étude qui démontre désormais qu'il y a plus d'immigrés entrepreneurs qu'il n'y a d'autochtones locaux dans les pays européens, on en parlera. Mais vous qui donnez des cours d'économie aux enfants à l'école en France, est-ce que l'économie n'est pas la puissance, n'est pas le bras politique et qui fait qu'en sorte que l'homme politique sans argent, sans homme d'affaires autour de lui, n'est pas fort et que pour avoir de l'influence, l'argent est nécessaire et la communauté libanaise est comme celle des Ouest-Africains, elle sert aux hommes politiques locaux pour asseoir leur pouvoir et malheureusement au détriment de leur population. Comme on le voit en Côte d'Ivoire, c'est ce qui fait aujourd'hui brûler le torchon. Vous l'avez dit, c'est l'économie. Ils ont compris les faiblesses, ils ont fait une étude sociologique de tous les pays africains, ils ont compris les faiblesses. Ils ont fait, comment dirais-je, une sorte d'étude de SWOT. Ils ont vu les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de la société africaine. Ils sont focalisés sur les faiblesses. Quelles sont les faiblesses des pays qui vont nous accueillir là? Et là, on parle de la Côte d'Ivoire, on peut parler aussi du Congo. Dans tous les pays africains dans lesquels ils sont installés, soit en tant que réfugiés ou autre chose, ils ont analysé les faiblesses de ces populations autochtones, de ces populations locales. Et ils ont trouvé la faiblesse. Comme ils ont trouvé la faiblesse, ils sont rentrés dans le commerce, sont rentrés dans l'économie. Si bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, Madame Sabine ne le contredira pas, il n'y a pas de Libanais pauvres. Il n'y a pas de Libanais au chômage. Non. Tous les Libanais ne sont pas salariés. Ils sont entrepreneurs. Ils ont des entreprises, comme le dit Sabine, mais si vous venez au Congo, ils ont des hôtels, ils ont des entreprises, ils emploient la main-d'œuvre locale, si bien que c'est des hommes d'affaires. Comme c'est des hommes d'affaires, là, Madame Sabine nous donne une bonne statistique, 40%, ils pèsent 40% de le PIB ivoirien, mais chez nous au Congo, au Cameroun, au Gabon, je ne sais pas combien ils pèsent, donc ils pèsent fort. Mais pour peser fort, pour avoir des appuis politiques, en Côte d'Ivoire, Sabine l'a dit, ils sont de connivence avec Ouattara, mais chez nous au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Centrafrique, en Afrique francophone, ils ont des appuis politiques qui font qu'effectivement, comme financièrement, économiquement, ils pèsent lourd, eh bien, ils peuvent se permettre aujourd'hui d'avoir des ambitions politiques se présenter. Mais je suis d'accord avec Madame Sabine, je pense que vraiment c'est une
c'est une plaisanterie de mauvais goût, quoi. Vous êtes en communauté entre vous. Vous ne vous mariez jamais avec les Noirs. Vous êtes toujours entre vous en communauté. Vous avez vos propres écoles, vos propres stades, vos propres terrains sportifs. Vous avez votre propre culture. Vous avez vos propres habitudes. Vous ne mangez pas, vous buvez ensemble avec les autochtones. Bref, vous voulez être maire, gouverneur de quelle ville? De qui? Vous voulez diriger qui? C'est mieux, puisqu'ils obtiennent la nationalité des pays qui les hébergent, c'est mieux qu'ils restent dans le domaine économique. Parce qu'on ne peut pas le leur refuser, puisqu'ils utilisent notre paresse, notre faiblesse. Mais de là à rentrer dans la vie politique et à candider, demain à poser des candidatures à l'élection présidentielle, puisqu'ils ont maintenant la nationalité, ou poser des candidatures aux élections législatives, sénatoriales ou municipales, ça devient grave. Il faut mettre des garde-fous pour que cela n'arrive point. Parce que si cela arrive, nous savons les analyses, les interprétations, l'opinion qu'a les Africains sur les Libanais quand même. Hein. Donc, tous les problèmes de blanchiment d'argent, tous les problèmes d'achat des armes, tous les problèmes de guerre, tous les problèmes de financement occulte, tous les problèmes vont submerger. Donc, pour éviter ça, soyons vraiment fermes. Le peuple ivoirien ou les peuples africains doivent être fermes de telle sorte qu'on ne puisse pas arriver à voter des gens qui n'ont rien en commun avec l'Afrique et qui ne bénéficient que des avantages économiques, sociaux et financiers de l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. C'est bien, Malette. Les Libanais en Côte d'Ivoire, c'est la marmite de Cocombola, ça brûle, c'est bouillant, c'est explosif. Les hommes politiques doivent s'asseoir et je ne sais pas si vous avez vu, il y a maintenant un juge, un procureur des réseaux sociaux qui menace de poursuites xénophobes tous ceux qui s'attaquent à la communauté libanaise, mais il ne pose pas, il ne cherche pas à résoudre le problème. Comme l'a posé Mme Sabine tout à l'heure, Mme Miaka, l'intégration des gens qui viennent de l'extérieur. Les Français vivent entre eux en Afrique, on le sait depuis longtemps. Toutes ces communautés, on parle des majorités, ici c'est les Français et les Libanais, vivent entre elles. À quel moment elles se sentent patriotes des pays dont elles ont adopté la nationalité, pour certains nés désormais depuis plusieurs générations dans ces pays, notamment comme on parle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Ça devrait être des Ivoiriens. Mais si on ne vit pas, on ne mange pas, on n'adopte pas, comme on nous reproche à l'étranger, l'intégration, notre intégration, notre culture, si on n'adopte pas la culture locale, et que dans nos pays d'origine comme au Liban, où le noir est traité comme un moins que rien, comment on peut vouloir que les Ivoiriens disent que les Libanais sont des Ivoiriens comme nous? Mais, M. Karius Ebelbe, merci. Déjà, même dans notre débat, pour ne pas paraphraser Sabine, elle a tout dit. On fait déjà la différence. Des Libanais, pourtant ils vivent en Côte d'Ivoire depuis, mais on les traite de Libanais. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas ivoiriens. Que veut dire quelqu'un qui appartient à une communauté, à une nation? Mais il y a des repères culturels. Si vous êtes Congolais, qu'est-ce qui vous identifie en tant que Congolais? Mais il y a une culture, la musique, la langue, les habitudes alimentaires, il y a plein qui déterminent même un Français. Pourquoi Retailleau dit il y a des gens qui ne s'intègrent? Pourquoi on parle d'intégration ou de l'assimilation? C'est pour adopter le comportement ou les habitudes du pays qui vous a reçu. Est-ce que les Libanais en Afrique vivent comme les Africains? C'est un peu ça. Ce n'est pas un problème de xénophobie, mais c'est une réalité. La question, c'est pas est-ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils se considèrent africains? Non, mais pour se considérer, il faut vivre comme. Déjà, quand vous ne vivez pas, c'est pas être africain, c'est pas se considérer. C'est dans la nature de quelqu'un. Tu es africain ou tu n'es pas se considérer. Est-ce que je me considère une nation? Ça ne se considère pas. On vit dans la nation par sa culture, par ses réflexes. Dès qu'on voit, on sait que c'est un Ivoirien. Donc, on n'a pas besoin de dire, mais ceux-là, dès que vous arrivez même en Côte d'Ivoire, vous êtes étranger ou bien au Congo, mais vous savez bien que c'est un Libanais, c'est pas un Congolais. Même s'il pouvait se noircir, mais rien que par sa vie, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas de cette communauté. Pourquoi on doit le dire? Et les Français qui vivent en communauté au Congo, ils ne se revendiquent pas congolais. Ils n'ont jamais dit qu'ils veulent être maires au Congo. C'est normal parce qu'ils vivent comme des Français. Monsieur Diambala. Ils ne veulent pas perdre leur culture. Mais est-ce que les Libanais qui sont au Congo, ils vivent comme nous? Et demain, c'est ceux-là qui ne connaissent pas notre culture qui veulent nous diriger. Mais c'est un monde à l'envers. Donc, vous allez accepter d'être dirigé
par des gens qui ne vous ressemblent pas, qui ne connaissent pas votre culture, mais ils vont vous diriger vers où? Mais vous irez droit vers la mort, vous irez droit dans le ravin, puisqu'ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas vos habitudes. Je terminerai par là. C'est vraiment une plaisanterie de mauvais goût. Madame Laka, vous voulez intervenir? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez intervenir? Vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais renchérir sur ce que M. Nambala vient de dire. Regardez, je prends un simple exemple. Vous allez voir un Libanais, ça fait 30-40 ans qu'il est en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le plus gros effort qu'il fera, peut-être qu'il vous dira un ou deux mots dans un patois. Mais il parlera même pas le patois qui est parlé parce que chez nous, par exemple, dans le commerce, il y a un patois qui est parlé radicalement par tout le monde. Mais le Libanais, là, nous, nos sœurs, nos frères, quand ils vont là-bas, dans les pays libanais ou dans les pays arabes, mais ils s'efforcent à parler leur langue. Hein. C'est pas en français, ils travaillent là-bas. Hein. Ils parlent en arabe. Hein. Ceux qui vont au Koweït, au Liban, tout ça, qui travaillent là-bas, c'est pas avec le français, ils travaillent chez leur maître. Hein. Ils travaillent dans leur langue. Donc, ils font un effort d'apprendre l'arabe. Ils font un effort d'apprendre le libanais. Mais eux, là, c'est pas ça. Hein. À la limite, même, ils sont là-bas, en Côte d'Ivoire, dans leur boutique. Ils parlent même l'arabe. C'est-à-dire, ils parlent libanais avec toi. Toi qui es client. C'est pour te dire à quel point ils font pas d'efforts, quoi, en fait. Ils font pas d'efforts. Comment tu peux être dans un pays depuis près de 30-40 ans, tu ne parles aucune langue de ce pays? Excusez-moi. Si c'est pas parce que tu vis en communauté, comment tu peux expliquer? La culture, c'est pas parce que moi, les Libanais même qui disent qu'ils veulent se présenter là, chacun devrait pouvoir parler dans une langue. Dans une langue de Côte d'Ivoire dans laquelle ils sont. Parce que 30-40 ans, on vous parle de 30-40 ans dans un pays où même certains sont nés là. Ceux qui sont nés là, ils n'ont qu'à nous parler une seule langue de Côte d'Ivoire, on va voir. Mais attendez, ils ne se mélangent pas à nous. Ils ne se mélangent à personne. Nous, on dit Libanais. Je vais vous donner un autre exemple. Quand on parle, par exemple, des étrangers dans un pays qui sont de la nationalité du pays, prenons le cas, par exemple, des Burkinabés. Mais quand on parle des Burkinabés là, même si on dit c'est un Ivoirien, on parle de son origine burkinabé. Parce qu'on conçoit qu'il est Ivoirien, qu'il a la nationalité. Parce qu'à un moment donné, il s'est assimilé à nous. Il mangeait comme nous. Il travaillait avec nous. C'est-à-dire qu'il s'est intégré au point qu'on accepte qu'il soit Ivoirien, mais reconnaissons ses origines qui sont burkinabés, par exemple. Mais c'est pas le cas du Libanais. On peut même pas dire qu'il est Ivoirien, mais reconnaissons qu'il soit Libanais, parce qu'il a toujours été Libanais, et dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être, de voir, dans tout son être, il a été Libanais, sur un sol qui n'est pas Libanais. Il s'est imposé, il n'a pas su s'intégrer. Donc, comment voulez-vous pour moi, c'est une farce. Pour moi, c'est un leurre pour nous détourner du vrai combat. Parce qu'en vrai, le Libanais qui ne s'est jamais associé à moi, en tant qu'Ivoirienne, il veut être maire, il veut être député. Il faut bien venir battre campagne, il faut bien venir parler à la population. Mais il va venir vers moi comment? Puisque à l'origine, il n'est jamais venu vers moi. Il n'y a pas de rapport entre le Libanais et l'Ivoirien. Le rapport qu'il y a, c'est le rapport de commerce. Il n'y a pas d'amitié. C'est pas des gens, les enfants libanais qui fréquentent des enfants ivoiriens. Parce qu'on ne va pas dans les mêmes écoles. Donc, comment ça se fera? Donc, rien que ça, comme je ne vois même pas de quelle manière ça va se faire, pour moi, c'est une farce, c'est un leurre. Moi, j'y crois même pas. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Libanais, non. Vraiment, c'est là que je vais terminer. D'accord. Mais madame, on va revenir vers vous. On laisse M. Gaïno qui n'a pas encore intervenu. Monsieur... Ne prenons pas ça pour la blague. C'est un bouet d'essai, une balle d'essai pour voir la réaction. Ce que la Côte d'Ivoire subit, c'est dans toute l'Afrique. Les Libanais lancent des boules d'essai pour voir quelle sera notre attitude, parce que la nature a horreur du vide. Ils ont vu que l'Afrique, c'est un continent vide, donc on peut s'installer petit à petit. Peut-être le Liban, toujours en guerre, ils ont des problèmes avec le Hezbollah. Et là, en majorité, ce sont les militants du Hezbollah qui migrent en Afrique. D'accord, mais on ne peut pas affirmer, ce n'est pas une statistique officielle, monsieur Miambala, ce n'est pas officiel. On ne peut pas affirmer. Laissons d'abord M. Gaïno intervenir, parce que vous avez beaucoup parlé, M. Miambala. M. Miambala, on ne peut pas confirmer, s'il vous plaît. On va laisser M. Gaïno parler, qui n'a pas encore parlé. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'il n'a pas encore intervenu. M. Gaïno, sur ce sujet. M. Gaïno, est-ce que l'intégration communautaire est une nécessité pour être reconnu comme étant quelqu'un qui fait partie de l'État qu'il a adopté? Est-ce que aussi il n'est pas vrai que les communautés étrangères qui viennent dans les pays, notamment à l'étranger, on peut parler aussi de la France, leur intégration pose problème et qu'il est aussi du devoir des hommes politiques dont vous faites partie de mener des politiques d'intégration et pas des politiques qui favorisent le communautarisme? Or,
dans nos pays africains, on a bien l'impression que les hommes politiques favorisent le communautarisme pour leur profit à eux, et notamment les pays francophones. On voit bien, même anglophones, on peut le dire, que ce sont des communautés étrangères qui tiennent l'économie. C'est ce qui a même affaibli un peu, ou qui a fait que l'apartheid ait longtemps survécu. C'était les Afrikaners qui avaient l'économie entre les mains. Mais vous avez aussi, en me posant cette question, donné aussi des réponses. Parce que le communautarisme chez nous, il est d'abord favorisé par le pouvoir en place. Vous avez pris l'exemple des Libanais. Et je pense que M. Sosten a raison quand il dit que les Libanais sont souvent les militants des Hezbollah qui viennent là-bas, qui financent justement je préfère ces sous actions. réserve parce qu'on ne peut pas confirmer, ce n'est pas des statistiques officielles. Oui, non, mais c'est prouvé, Vous pouvez imaginer, s'il vous plaît, M. Gagnon, on gère une radio, Bon, on ne peut pas affirmer des choses qu'on n'a pas les données, s'il vous plaît. Je n'ai pas peut-être les données statistiques. On peut dire qu'il y a sûrement certains d'entre eux utiliser le mot sûrement. Non, mais ça a été dit, c'est prouvé, monsieur, parce que je prends par exemple l'exemple, ça a été dit, c'est prouvé. D'ailleurs, vous savez que les Libanais au Congo, en Afrique, ont été introduits surtout par M. Houphouët-Boigny à l'époque. Ça a commencé là-bas, qui leur a donné tous les pouvoirs et que ce soit économique de s'installer. Donc ça, vous pouvez vous renseigner. Alors, donc, et depuis lors, ils se sont installés un peu partout. Et vous voyez que, effectivement, comme a dit M. Miambala, d'ailleurs tout le monde est d'accord là-dessus, et quand ils s'installent dans un pays, ils travaillent entre eux. Je peux vous donner plusieurs exemples. Là, ma femme est en train de construire au pays et c'est un Libanais qui construit. Mais vous savez, l'argent, il envoie pour le Congo. Et on va donner à sa tante qui est ici, qui ramène l'argent au Libanais. Au Liban, je veux dire. Donc, vous allez voir que tous ces Libanais-là, l'argent, ils envoient chez eux. Et quand vous allez là-bas, ils ont des maisons à étage, ils construisent des grandes maisons. Mais ils ne construisent pas ces maisons-là là où ils sont, là où ils résident. Je prends l'exemple du Congo. Vous allez voir que les Libanais ne construisent pas là-bas. Ils louent. Ils préfèrent, celui dont je parle là, ils louent une maison à 1 million au Congo. Mais ils ne construisent pas. Et là, je parle de quelqu'un que je connais très bien, puisque c'est ce monsieur qui est en train de construire la maison de ma femme. Bon, donc là, je vous donne des exemples palpables. Et là, ma femme, lundi, sera obligée d'aller à Paris, donner l'argent à sa tante qui va au Liban, qui va ramener l'argent au Liban. Et j'ai vu moi-même, c'est du trafic, à la banque. Pardon ? C'est du trafic. C'est Vous du trafic. participez au trafic. Vous pouvez aussi ne pas le faire et faire travailler un Congolais. Mais attends. C'est un employé, il est en train de construire, nous lui devons, il dit payez-moi mon argent, me donnez un tel, au lieu d'aller faire des mandats, on lui donne. De toute façon, si même on lui envoie ça au Congo, ça va partir au Liban. Qu'est-ce qui change? Au moins, nous économisons les frais d'envoi. Oui, mais est-ce que la transaction, elle est légale et officialisée? Ça me regarde pas. Parce que déjà, ça vous regarde puisque vous participez. Non. C'est une forme de blanchiment. Non seulement ça, mais vous faites travailler une communauté que l'on critique. Faites travailler un Congolais. Je ne critique pas. Parce que les Congolais ne veulent pas aussi eux-mêmes apprendre à travailler. Ah, donc c'est pas la faute des Libanais, on est d'accord. C'est pas tellement la faute des Libanais. Mais justement, on fait recours aux Libanais. Pourquoi? Parce que quand vous mettez un Congolais là, il va vous prendre d'abord beaucoup d'argent avec un travail souvent plus ou moins médiocre, parce qu'il n'a jamais appris. Mais les Libanais, qu'est-ce qu'ils font? Quand il est là-bas, il apprend un métier, il fait venir son neveu, son cousin, son frère, et qu'il forme en même temps. On ne peut pas dire que tous les Congolais ou tous les Ivoiriens ou tous les Africains, il n'y a pas d'entrepreneur capable de faire votre maison, M. Gaillard. Mais je ne généralise pas, M. Gaillard. Allez-y sur votre conclusion. Je m'excuse de vous interrompre. Continuez, allez-y. Bon, donc, une fois aussi, j'étais à Brazzaville, j'étais à la banque. On a vu un Libanais qui est venu avec un sac d'argent, je vous jure que j'ai dit, en France, l'argent tel qu'il a sorti là, les gens viennent, ils bousculent, ils ramassent tout l'argent. Il a sorti des paquets d'argent qu'il a déposé là, qu'il a envoyé. Mais nos États le savent. Comment on peut laisser les gens librement faire ce trafic d'argent? Librement. Je vous le dis, puisque j'étais là. Donc, c'est un peu ce que Mme Sabine aussi a dénoncé tout ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai dit, dans votre question, il y a la réponse. Ce sont nos États. Parce que les Libanais ont pour projet d'abord, quand ils arrivent, ils vont corrompre les leaders politiques. Les responsables politiques sont corrompus chez nous. Et ça, je peux vous donner 1000 exemples. Même aujourd'hui, vous avez les Anglais, surtout les Canadiens, qui sont très nombreux au Gabon, au Cameroun, au Bénin, qui se sont organisés en bande d'escrocs
escroqueries qui, font de tels projets pour escroquer les gens là-bas avec la complicité même de nos propres chefs d'État, gouverneurs, ministres. Ils sont intouchables. Bon, alors vous voyez donc, moi je dirais pas que c'est la faute aux Libanais, c'est la faute à nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas tout laisser faire. Voilà, ça c'est nous-mêmes. Un responsable, moi je ne veux pas vous citer le nom, mais je vous jure que c'est quelqu'un qui est dans le système qui me l'a dit. Pierre ministre, le gars c'est un franco-canadien, il me dit, oh mais tu parles de Pierre ministre, mais c'est un ami, mais moi je lui donne chaque mois parfois 1 million, 500 000, quand il a besoin il m'appelle. Il m'a même parlé d'un président africain, il dit, mais il a fait ça, mais c'est moi qui ai financé, vous pouvez l'appeler. C'est un ami. Vous voyez déjà, quand vous fonctionnez dans ce système-là, le communautarisme, vous savez, au Sénégal, il y a une loi, d'ailleurs la loi aussi existe au Congo, vous ne pouvez pas être chauffeur d'un transport en commun. C'est la loi, il faut être national, il faut avoir la nationalité pour être chauffeur d'un transport en commun. Mais au Congo, vous allez là-bas, vous avez nos frères du Congo démocratique, les Camerounais, les Libanais, les Sénégalais qui sont des chauffeurs de taxi. C'est bon, on est en train de mettre de l'ordre là, c'est bon. Bon, ok, mettez de l'ordre, mais ça fait quand même tard. Hein, parce que sachez que c'est réciproque dans plusieurs pays, c'est pas respecté. On revient sur les Libanais, s'il vous plaît. Moi, ce que je comprends de M. Gaïno, et que je comprends de tout le monde, c'est que c'est quand même, il y a de la part des hommes politiques une responsabilité, mais M. Gaïno, vous venez de donner un exemple qui est le vôtre, il y a aussi la part de la responsabilité des citoyens. Comment est-ce que vous pensez que les Africains se font confiance déjà eux-mêmes pour être capables d'être des entrepreneurs, pour avoir des commerces? Est-ce qu'on n'est pas un peu comme au Congo et en Côte d'Ivoire, aussi responsable de toujours vouloir, et ça c'est quelque chose que je peux demander à tout le monde, de penser qu'il est mieux d'être dans les bureaux que d'être sur le terrain, et qu'il y a des secteurs économiques, des secteurs notamment l'économie qui a été abandonné, et que les gens ont préféré être en cravate, être assis à donner des ordres, et que comme disait tout à l'heure, je pense, M. Biamatou ou M. Ndion, la nature ayant horreur du vide, les gens bifurqués. On est aujourd'hui conscient, on a fait l'État, comme dit M. Ndion, la radio Bakambi est force de proposition. Pourquoi les Congolais, les Ivoiriens, les Gabonais, les Camerounais, tout ce monde, on fait le Cameroun plus avancé de l'agriculture, ne prennent pas en assaut les secteurs économiques? N'est-il pas temps d'entrer dans l'économie, d'aller créer... Deux mots, est-ce que peut-être deux mots, s'il vous plaît? Tout simplement 2 mots, je ne veux pas parler... caporaliser la parole. Bon, quand vous voyez par exemple dans le bâtiment, quand vous cherchez des ouvriers vraiment spécialisés, vous ne les avez pas. Je peux vous donner 2 noms, monsieur l'entrepreneur congolais, 2 noms qui travaillent à leur propre compte, ils construisent des maisons correctement. Je dis très peu. Oh non, je parle du Congo. Je parle du Congo aussi, monsieur Gaïno. Je connais 2 Congolais promoteurs immobiliers. Bon, quand vous cherchez vraiment, il y en a très peu. Deuxièmement, la cherté. Quand vous demandez par exemple à construire une maison de telle dimension, vous trouvez une entreprise congolaise, regardez la facture qu'il vous tend. Mais quand vous allez chez un Libanais, il vous baisse la facture. Donc, n'est-ce pas là l'erreur? Excusez-moi de vous interrompre, M. Gaïno. Est-ce que ce n'est pas ça l'erreur? On aime bien parler du patriotisme ou de la complicité des Ouest-Africains, même de ceux qui sont aujourd'hui, entre guillemets, on parle des Juifs. Est-ce que ce n'est pas mieux, pour éviter le Hezbollah, comme vous dites, de payer plus cher un service que de le payer moins cher et de pleurer après que le Hezbollah rentre chez vous? Je ne vais pas faire un débat, mais je vais tout simplement vous dire, lorsque le premier responsable, un ministre ou bien un homme politique... On peut oublier les hommes politiques, M. Gaïno. Est-ce qu'on peut oublier les hommes politiques un peu et se focaliser? Non, mais laissez-moi finir, pardon. Mais vous me coupez, vous m'interrompez, vous ne me laissez pas aller au bout de ma pensée. Bon. Je dis, quand vous voyez un ministre ou un homme politique, il confie sa maison à un Libanais. Mais c'est un modèle chez nous. On dit, voilà, tel ministre a donné sa maison, c'est un Libanais qui a construit, c'est une belle maison. Mais vous qui voulez construire, vous faites quoi? Vous suivez aussi ça. Donc voilà ce que je voulais tout simplement dire. Merci. Moi, j'aimerais compléter, M. Gaïno. Oui. M. Caius, oui. L'origine de ce comportement c'est le formatage intellectuel, l'éducation. Le formatage intellectuel, depuis 1960 que les pays africains, globalement, ont accédé à l'indépendance, si on peut appeler ça comme ça, à la souveraineté nationale, le formatage intellectuel, le système de l'éducation. Le civisme. Issu donc du système éducatif français, que nous, on forme les gens étudient, les gens ont des diplômes pour être fonctionnaires. Voilà. Et donc, ils aiment bien la cravate, ils aiment bien le costume, ils aiment bien donc être assis. Et donc, du coup, tous les métiers que tu connais,
le BTP, les travaux métiers publics, manuels. la construction, les métiers manuels, voilà, la sidérurgie, la métallurgie, tous les autres métiers qui restent, eh bien, il y a peu de pourvoyeurs, il y a peu de gens. Voilà. Voilà pourquoi il faut inverser l'échelle. Il faut faire comprendre aux gens que la fonction publique à elle toute seule ne peut pas engranger, ne peut pas résoudre le chômage. C'est pas possible. Il n'y a aucun pays développé avec une fonction publique pléthorique, une fonction publique puissante. Non, les pays sont développés par rapport au secteur privé. Donc il faut changer le système de l'éducation nationale. C'est-à-dire faire comprendre aux gens, tu étudies, mais à la fin, quand tu auras fini tes études, c'est pas la fonction publique, c'est pas l'État. Il faut créer ta propre boîte. Voilà pourquoi aujourd'hui, on doit aller vers la création des entreprises, vers l'entrepreneuriat masculin, l'entrepreneuriat féminin, la création des start-up, pour que les gens aillent dans les nouveaux métiers. Aujourd'hui, on a l'électronique qui est là, l'informatique qui est là, l'Internet qui est là, le numérique est en plein développement. Donc, c'est un peu ça. Mais si on apprend à nos enfants que quand tu vas finir les études, tu deviens ministre. Quand tu vas finir les études, tu deviens député. Quand tu vas finir les études, donc lui, il pense qu'à la cravate, il pense qu'à le costume, il pense qu'au bureau. Alors que c'est pas, les bureaux n'ont jamais nourri le peuple. Hein. C'est les travaux du secteur primaire, c'est les métiers plutôt du secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, la forêt. Voilà, les métiers du secteur secondaire, la métallurgie, la sidérurgie, l'industrie, qui construisent le pays, développent le pays. C'est pas les métiers tertiaires toujours. Les métiers tertiaires, bien sûr, ont c'est des métiers complémentaires aux métiers du secteur primaire et secondaire, mais c'est pas le fondement. Et c'est vrai que c'est normal aujourd'hui. Je l'ai dit, je me répète, les Libanais, quand ils arrivent, ils étudient les faiblesses des peuples africains. Ils disent que tel domaine, ils n'aiment pas. Nous, on va rentrer là. Ils sont rentrés dans les affaires. Mais, monsieur Caius, c'est là que je vais chuter. Mais il n'y a pas que les Libanais. Est-ce que tu peux pas... Vas-y un peu au Congo. Vas-y en Côte d'Ivoire. Non, je parle de l'Afrique centrale, c'est mieux, que je maîtrise mieux. Vas-y un peu au Congo. Vas-y au Gabon. Vas-y au Cameroun. Vas-y au Centrafrique. Compare-les avec nos frères africains, noirs comme toi et moi, ouest-africains. Quand ils viennent chez nous, le commerce est dans les mains de qui? C'est pas dans les mains des ouest-africains, c'est pas dans les mains des Sénégalais, c'est pas dans les mains des Guinéens, c'est pas dans les mains des Maliens. Parce qu'ils ont, quand ils viennent aussi, ils se sont dit, oh, mais tu vas aller Kalaka. Alors ils se disent, tiens, nous on va occuper ça. Les boulangeries, il n'y a pas de Congolais qui ont des boulangeries. Si y en a, on les compte au bout des doigts. Les métiers manuels, la menuiserie, l'industrie, le bâtiment, tu verras que, voilà. Donc, il faut réveiller la conscience des Africains, la conscience des Congolais pour dire que stop à la fonction publique. Stop. Formons des cadres dans les autres domaines qui sachent que quand je finis mes études, après mon bac, après mon BTS, après ma licence, mon master 1, master 2, mon diplôme d'ingénieur, je dois créer de l'emploi. C'est tout. Créer des entreprises, être dans l'entrepreneuriat. On doit être axé là. Comme ça, les étrangers qui viennent vont trouver que ils occupent déjà tous les terrains. Il y a le même problème actuellement au Gabon avec les Béninois aussi. Ils sont même en train de les chasser là-bas. Ça provoque maintenant un problème là-bas aussi. Parce que ce sont les Béninois qui détiennent tous les petits commerces. D'accord, monsieur Gaino et M. Ndion. Monsieur Caius, je voulais rajouter quelque chose. D'accord, monsieur Ndion n'a pas intervenu encore, donc si vous pouvez aller faire court, s'il vous plaît. Oui, je vais faire court. Mais en même temps, j'ai envie de dire que par rapport à ce que monsieur Dion et monsieur Gaino ont dit, c'est bien de se tourner aux métiers, à d'autres métiers que les métiers de bureaucratie. Mais en même temps, il faudrait aussi que la société aujourd'hui, les dévanciers, le gouvernement, il faudrait que l'exemple, le modèle soit donné. Parce qu'aujourd'hui, on... Le modèle et le financement, vous voulez dire aussi. Hein. Le modèle et le financement, bien entendu. Bien entendu, modèle et financement. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de débattre de ce sujet, alors qu'aujourd'hui, le modèle en Afrique, c'est le modèle de, il faut aller à l'école pour occuper un bureau, pour être ministre. Voilà. Pour être ministre, pour nourrir tes parents. Ça, c'est le modèle qui est là aujourd'hui. Ça fait près de 40 ans, 50 ans, ce modèle-là, il est encore en place dans tous les pays africains, même pas un seul. Donc, dès l'instant où ce modèle est en place, et qu'il y a quand même un minimum de personnes qui ont fait de l'enseignement professionnel, les métiers de bâtiment, comme tu l'as dit, monsieur Caius, et que ces personnes-là ne sont pas les plus riches, donc forcément, qu'est-ce qui va dominer dans l'esprit des gens? L'esprit des gens, ça va dominer que il faut être ministre, il faut être député, il faut être président pour pouvoir manger demain, pour être riche demain.
Mais dans nos pays, là, nous, on défend ça. D'où un maçon, quelqu'un qui a commencé par être maçon, un milliardaire ou un millionnaire. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un seul Congolais ou un seul Camerounais ou un seul Ivoirien qui a fait, qui a une société en bâtiment, qui a une société en nettoyage. Il y en a, mais c'est les plus pauvres. Donc, ils ne servent pas de modèle. Il faudrait que nos dirigeants servent de modèle et accompagnent aussi ces personnes-là, les gens qui sont dans d'autres métiers que les métiers de la bureaucratie, des ministres et tout ça, qui les accompagnent correctement avec les moyens qu'il faut et que ces personnes réussissent pour servir des modèles demain aux autres personnes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, moi, quand je vous ai écouté, vous tous, vous trois notamment, j'écouterai tout un petit peu, on va l'écouter. Je veux juste faire une précision. J'ai le sentiment, et pour avoir moi-même créé des entreprises en Angleterre et avoir créé des commerces, j'ai vu comment se comportait notre communauté. Il y avait une forme de, allez, on va le dire, on était 3 ou 4 à avoir créé des magasins. Il y avait une forme de jalousie. Des gens trouvaient que on n'était pas, ils ne voulaient pas venir dépenser chez nous, ils préféraient dépenser ailleurs. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, cette forme de complexe des Africains qui considèrent que donner l'argent à ses compatriotes, ce n'est pas bien? Ce n'est pas seulement l'exemple des hommes politiques, encore une fois. On a ce complexe-là, on préfère donner à l'étranger que donner à celui qui fait. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi de la complicité indirecte parce qu'on pense que l'étranger, c'est la discrétion? Les parents ne seront pas au courant, les gens ne seront pas au courant. Et donc, on collabore avec l'étranger qui, lui, même le Ouest africain, transfère tout son argent. On a vu sur les réseaux sociaux, au Congo, je ne sais pas si Mme Yaka vous l'avez vu, il y a un Ouest africain qui s'est vanté sur les réseaux sociaux, qui a traité les Congolais de cons, entre guillemets, en tout cas de stupides. Et il a dit, moi j'ai pris l'argent chez vous, j'ai construit chez moi. On ne peut pas non plus dire que tout est la faute des hommes politiques. Le Congolais fait plus confiance. Vous avez 2 boutiques ouvertes dans un quartier, le Congolais ira chez le Ouest africain, il n'ira pas chez le Congolais. Ça, c'est une réalité. Monsieur Caïs, oui, ça c'est un esprit qui a été intégré dans chaque État, dans chaque esprit africain. C'est pas seulement même d'un côté de l'Afrique. Alors vous et moi, on est quand même plus responsables que ça. Pourquoi on continue à transférer cet état d'esprit? Non, mais moi, oui, parce que nous, on a habité. Le fait qu'on soit ici, le fait qu'on soit avec d'autres personnes, d'autres civilisations, rencontrer d'autres personnes, ça a peut-être permis. C'est ce qui a favorisé aujourd'hui qu'on ait l'esprit ouvert. Sinon, la préférence de l'étranger à l'autochtone, ça a été transmis par ceux qui étaient avant nous. Et ça a été transmis parce que quand ça vient de l'étranger, c'est que c'est bon, c'est que c'est mieux. Voilà. Et puis, on préfère. Parce que je préfère acheter un tissu que l'autre achetait de l'étranger que de me dire que tu as pris ce même tissu dans une petite ville de chez moi. Maintenant, ça n'a pas d'intérêt. Donc, quand on va acheter chez l'étranger, là, on se sent plus à l'aise. Mais quand on va acheter chez le frère... Il y a aussi la jalousie. Il y a aussi la jalousie. Comment? Il y a aussi la jalousie. Il y a la jalousie. Non, oui, il y a aussi la jalousie. Il y a la jalousie, il y a le complexe d'infériorité, mais qu'on nourrit en soi, parce que on va acheter chez un frère. Mais moi, je vais vous dire une chose. J'ai ma tante qui est ici avec moi, qui fait du ménage dans l'hôpital, à l'hôpital. Donc, elle est ASH, on dit, agent de soins hospitaliers. Elle a été envoyée par une de nos consoeurs qui travaille là-bas, qui est responsable des ressources humaines dans cet hôpital-là. Mais ma tante m'expliquait. Elle me dit, tiens, quand je vois Mireille, on l'appelle Mimi, quand je vois Mireille, en tout cas, quand elle me voit, quand elle est avec ses collègues, faut pas que je fasse comme si je la connais. Genre, elle est gênée. Parce que, voilà, elle est gênée parce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'on a toujours un complexe d'infériorité quand c'est pour faire valoir nous-mêmes notre chose. Parce que ma tante, elle est ménagère, enfin, elle est femme de ménage. Comme elle, avec ses collègues, est blanche, faut pas qu'elle fasse croire qu'elle connaît jusqu'à la femme de ménage qu'elle connaît quelqu'un et qu'elle la connaît. Faut pas qu'elle, c'est comme si elle se défendait de redescendre à un niveau d'échelle très bas. Donc, c'est pour dire qu'on est toujours complexé quand c'est nous-mêmes. Quand ma tante m'a dit ça, j'ai dit, moi, la femme de ménage qui fait le ménage dans mon bureau, c'est une malienne. Quand je la vois, je lui fais la bise. Devant même le chef de service, je m'arrête avec elle et je pose avec elle. Rien à foutre. Rien à foutre, cette dame-là. J'ai même son numéro. On s'écrit. C'est une femme, c'est la femme de ménage. C'est elle qui balaye, c'est elle qui nettoie mon bureau. Mais pour autant, il y a ce complexe d'infériorité que certains d'entre nous nourrissent
Et c'est ça qui est dangereux. Il y a de la jalousie, mais il y a beaucoup plus aussi le complexe d'infériorité. Donc, il n'y a pas Sabine. Oui, d'accord. Tout à fait. Monsieur Dieu, excusez-moi, mais il faut laisser M. Miambalat parler. Il n'a pas encore parlé. Il est très patient. On va le laisser parler. Monsieur Miambalat, on ne vous a pas entendu. Je vous laisse plus de temps que les autres parce qu'ils ont parlé à 3. S'il vous plaît, excusez-moi, j'ai interrompu Sabine, on en verra tout à l'heure. Mais on reprend tout à l'heure. Monsieur Miambalat, n'est-il pas aussi de la responsabilité de la population d'arrêter de toujours accuser les hommes politiques? On a des facteurs de division dont le tribalisme fait partie, mais aussi au sein même de nos propres familles, quelle que soit l'ethnie d'où nous venons, on a aussi cette forme de complexe de l'autre qui veut réussir, qui veut s'en sortir, de celui qui est allé étudier, qui est revenu, qui a des idées pour faire avancer le pays qu'on ne veut pas voir, ou de celui qui veut entreprendre, à qui on ne donne pas les moyens, mais il y a aussi celui qui entreprend, qu'on ne veut pas aider en allant acheter chez lui son biscuit, son gâteau, enfin, le produit qu'ils vend, et on préfère aller donner aux Libanais, aux Ouest-Africains, aux Français. Vous avez cet exemple qu'on avait pris avec vous il y a plusieurs mois. L'école française coûte plusieurs millions aux Congolais. Ils vont, tous leurs enfants, on est en train de construire des écoles modernes. On espère que ceux qui construisent ces écoles vont attirer les dignitaires de ces pays qui iront maintenant dans ces écoles, puisque la qualité, au moins, les conditions de travail seront équivalentes à celles des écoles où ils vont payer cher. Les Congolais, cadres supérieurs, préfèrent envoyer leurs enfants dans les écoles françaises et libanaises, encore plus, plutôt que françaises. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de se regarder en face et de dire que si l'étranger a compris que ça marche et qu'on peut gagner de l'argent ici, c'est aussi de notre faute à nous. Oublions un peu les politiques, les populations. Quelle est notre responsabilité, monsieur Miambalat? Merci. J'ai bien suivi mes co-débatteurs. On a tout ce qu'ils ont dit, mais vous savez, on parle, mais c'est dans les détails que se cache le diable. Donc, je m'explique. Les détails, vous voyez, on accuse aussi la population, mais la population n'est que le reflet des gouvernants. C'est la raison pour laquelle, depuis, je crois, au 14e ou 15e siècle, on a instauré une république pour qu'elle organise la vie en société. Donc, le rôle de l'État, c'est de réguler la vie en société, de mettre les bases, de construire les infrastructures scolaires pour que les gens prennent leurs responsabilités. Mais dès lors que ces choses-là ne sont pas, mais la population est à l'expectative. Donc, moi, de mon point de vue, c'est à nos États. Les États africains fonctionnent de la même raison pour laquelle les mêmes causes produisent les mêmes effets. Parce que l'État ne joue pas valablement ce rôle dans les pays occidentaux. Ici, par exemple, mais l'État, avant d'accuser la population, a conçu des infrastructures, les écoles de métiers, les écoles professionnelles, les universités spécialisées, tout est là. Donc, si la population ne prend pas le train, c'est de sa faute. Mais chez nous, il n'y a pas le train. Et vous demandez à la population de prendre un train qui n'existe pas. Ou bien occuper, mais c'est normal. Je répète que la nature a horreur du vide. Les gens qui viennent profitent de ce vide-là pour faire leur business. Mais pourquoi nous, on n'achète pas parfois, il y a le kiosque d'un Congolais, tu préfères aller chez les Libanais. Mais tout ça, c'est parce que l'État ne régule pas. Le Libanais a beaucoup d'avantages. Nos États africains privilégient les étrangers au détriment des autochtones. Ils pensent que faire le business avec l'étranger, c'est mieux que de faire avec son compatriote. Parce que son compatriote, c'est un comportement que nous avons nous-mêmes cultivé. On ne peut même pas accuser le colonisateur, qu'on est jaloux entre nous. Par exemple, puisque même les autres qui viennent en Afrique centrale, ils trouvent que, bon, il n'y a rien, ils ne connaissent pas le commerce, ils ne connaissent pas ces genres de petites choses. Donc, nous, on fait et on leur offre le produit brut ou bien le produit élaboré. Mais je pense, pour conclure, au lieu de trop parler, c'est le rôle de l'État qui doit jouer le rôle de régulateur et puis construire des infrastructures appropriées pour que les jeunes puissent faire des formations. Est-ce que tout le monde veut devenir député? Moi, dans ma classe, quand vous faites les études, vous allez remarquer que ce n'est pas tout le monde qui réussit pour devenir ministre, et puis c'est des fonctions politiques. Les fonctions politiques, tu peux le faire n'importe quand. Bergovois, on a vu qu'il n'a jamais fait des hautes études, mais c'est dans
la profession, dans la vie privée, qui sait, il sait jusqu'à être Premier ministre. Donc, ce n'est pas un problème de tout le monde ne peut pas être. C'est pas tout le monde même au bac. Mais ceux qui restent, qui n'arrivent pas au bac, vous allez les orienter où? Il n'y a pas de infrastructure. L'État n'a rien mis. Mais maintenant, vous voulez qu'il fasse quoi? Jusqu'en terminale, il n'a aucune formation, aucun métier. Il n'a appris que la théorie. Mais la pratique. Moi, j'ai un collègue à moi, mon promotionnaire, qui consulte des immeubles en Europe. Il a une société de bâtiments. Il s'appelle même Olivier Nzunza. Mais il construit en Europe. Mais qu'est-ce qu'il pourrait le faire au Congo? Est-ce qu'il y a des structures pour le faire au Congo? Il a trouvé des pays qui ont déjà des structures, il suffit seulement que tu puisses avoir une petite idée. L'État a déjà tout prévu. Mais au Congo, même si tu veux une entreprise de bâtiment, on va te mettre les freins. Ou bien en Côte d'Ivoire. On va dire non, mais est-ce que tu connais? Tu vas travailler avec qui? Comment faire? Mais quand c'est un étranger, un Libanais qui quitte Beyrouth, il arrive à Abidjan, mais lui poser les mêmes questions que pose un Ivoirien. L'Ivoirien, ça sera un chemin de croix dans son propre pays. C'est un chemin de croix. Alors que le Libanais, vraiment, c'est le paradis. Dès qu'il arrive, en 2 temps, 3 mouvements, il a déjà une société pignon sur rue. Ce qui n'est pas le cas. C'est un problème moral. On est de mauvaise moralité, les Africains, parce qu'on ne met pas les structures. Moi, c'est là où je m'attelle. La régulation de l'État n'est pas assurée en Afrique. Voilà ma conclusion. Monsieur Niambala, je vais juste te renchérir sur ce que tu as dit, enfin pas renchérir, mais dire que ce que tu as dit, c'est exactement, c'est vraiment ça, parce que en fait, quand tu fais affaire avec ton propre frère, puisque vous allez devenir riches tous les deux, et qui n'aime pas que son frère soit riche, il préfère chez l'étranger. Et comme il sait qu'il va magouiller aussi, pour ne pas que son poteau soit découvert, il préfère faire ça avec l'étranger. C'est parce qu'on n'est pas dans la droiture. On veut toujours gruger la société. Et donc, comme tu l'as dit, ça a commencé par l'État, parce que c'est l'État qui a commencé à mettre dans l'esprit des gens qu'il fallait aller à l'école, il fallait faire des études pour devenir médecin, pour devenir avocat, pour devenir journaliste. C'est ça qu'ils ont mis, ça a commencé par eux, et bien qui continuent à retravailler l'esprit des gens pour insérer qu'il n'y a pas que le diplôme de docteur, il n'y a pas que le diplôme de médecin, je ne sais quoi, de journaliste, d'avocat qui nourrit son homme. Vous pouvez être peintre en bâtiment et ça peut vous nourrir, sauf qu'il faut le faire correctement. C'est aussi à l'État, c'est le rôle de l'État de réguler tout ça. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je veux te compléter, Sabine, s'il vous plaît, avec la permission de M. Caius et Belébé. Je l'ai appelé, tout ce qu'on vient de dire là, c'est le formatage. Le formatage qui nous a été fait hier par le colon, aujourd'hui par nous-mêmes, entretenu. Ce formatage intellectuel-là tourne autour du mot étranger. Le blanc, quand il est venu en Afrique, c'est un étranger. Il nous a bien formé après les indépendances là, à être toujours dans la fonction publique, à être toujours, c'est-à-dire qu'on avait développé ce qu'on appelle un complexe d'infériorité vis-à-vis du blanc. Non seulement parce qu'il est blanc de peau, mais il est étranger. Maintenant qu'on a eu les indépendances, ils sont partis. On est resté dans cette bêtise-là de la fonction publique, au détriment des métiers professionnels. Eh bien, oui, les étrangers, quand ils sont venus, les Sénégalais, les Ouest-Africains, quand ils viennent par exemple au Congo, au Cameroun, au Gabon, un peu partout, le même complexe a pris une autre forme. C'est toujours l'étranger. Mais nous sommes complexés vis-à-vis de l'étranger. C'est-à-dire que ça développe ce malaise-là. C'est-à-dire qu'on préfère enrichir l'étranger parce qu'on est complexé vis-à-vis de lui que d'enrichir un collègue à nous. Donc, il nous appartient, Radio Bakambi, d'être force de proposition, c'est-à-dire de faire comprendre à nos gouvernants qu'on doit changer de culture, on doit changer de pédagogie, on doit changer notre modèle. Le modèle doit plus être le modèle colonial, là. C'est-à-dire que former... Non, il faut être dans l'entrepreneuriat, faire comprendre aux gens que non, on ne peut pas seulement vivre, bien vivre, être riche quand tu es en politique, quand tu es ministre, quand tu es président, quand tu es député, sénateur. Non, non, non. On peut aussi être riche quand tu es un industriel, tu es un agriculteur, tu peux aussi être riche quand tu es un éleveur, tu es un peintre, on peut aussi être riche. C'est-à-dire que développer ce qu'on appelle la culture de l'indépendance, faire en sorte que les gens puissent être créateurs d'emplois, former les gens pour être créateurs d'emplois et non former les gens pour être dans l'armée des chômeurs.
l'armée du chômage. Non. Il faut former les gens dans les principaux métiers pour qu'à la fin, lui-même, il soit créateur de son métier, créateur de son emploi, créateur de sa propre entreprise, créateur de son propre job. Voilà. Il dit créateur de son propre travail, de son propre emploi, c'est aussi comment dire ça, une vocation. Hein. Tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur, mais nous appelons les entrepreneurs congolais, tous ceux qui pensent pouvoir entreprendre, à pouvoir se lancer, à ne pas toujours attendre tout de l'État. Il y a des niches de business qu'on peut entreprendre, on peut se lancer, mais il y a surtout de la part de nos compatriotes, de nous tous, ce qu'on appelle un engagement communautaire. C'est-à-dire qu'il faut que les gens prennent conscience que tout centime que nous donnons à quelqu'un, c'est enrichir ou c'est aider la personne à se développer. Favorisons d'abord nos commerces locaux, nationaux, patriotiques. Soyons patriotes, allons vers ceux qui, comme nous, travaillent à développer nos pays et essayons de proposer. Il y a au Congo un fait, on l'a vécu, je l'ai vécu, une forme de transfert d'argent qui se déroule vers les banques, des banques africaines vers le Liban, en général vers 13h, 14h. C'est connu, hein, à partir de 14h en tout cas, les Libanais transfèrent leur argent à l'extérieur du Congo et des autres pays. Il y a des lois, on l'a dit ici, M. Gainou l'a dit, il y a des lois dans nos pays qui favorisent la création d'entreprises, mais qui devraient aussi faire qu'en sorte toute entreprise installée dans nos pays puisse investir 60% de son capital dans ces pays-là. Où sont les autres communautés quand les gens se plaignent des coupures de courant? Où sont-ils quand les autres se plaignent de la vie chère? Où sont-ils? Que font-ils? On le dit ici. Ils louent des maisons. À qui? À qui louent-ils des maisons? Avec qui travaillent-ils? Qui les enrichit? Il est temps que les Congolais, par exemple, je vous donne un exemple, à qui appartiennent les taxis au Congo, majoritairement? Qui sont propriétaires des moyens de transport qui coûtent cher au Congo? On va traiter ce sujet d'une demoiselle qui explique qu'au Congo, désormais, un taxi n'est plus personnel. Vous prenez un taxi, vous êtes 3-4 à l'intérieur du taxi. Les courses se font en demi-teinte, en demi-chemin. Le taximan s'arrête en chemin, il prend les gens et chaque personne paye 1500 alors que la course était à 800 francs, elle est passée à 1200. Mais maintenant, vous multipliez 1200 par 4 ou par 3 présents. C'est comme aujourd'hui un bus. Qui favorise cela? Qui sont les propriétaires des taxis? On le verra, on sait que beaucoup sont évidemment nos leaders politiques, mais aussi les étrangers. Que les Africains prennent en main leur vie et qu'ils décident. Quand ils donnent leur front, ils doivent savoir à qui ils le donnent et où ça va. Ça sera ce débat, Madame Miaka. On reviendra avec vous sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce que ça impacte forcément les autres pays. C'est tous les pays africains qui doivent prendre compte, qui doivent réaliser que les étrangers qui sont chez eux, est-ce qu'ils sont vraiment avec nous ou pas? J'ai découvert avec surprise, je vais vous le dire, ça aussi on va l'étudier. Les Rwandais ont changé de visage. Ils ont désormais au Congo, dans l'agriculture, ils produisent la pomme de terre. Il paraît-il c'est vraiment en quantité incroyable. Ils produisent les betteraves, ils produisent du saucisson au Congo, Brazzaville. Désormais, ils ont changé. Ce n'est plus le riz sain, mais c'est ça, c'est la nouvelle agriculture pour se faire aimer des Congolais et pour devenir des Congolais. Quelles sont les conséquences demain sur les Congolais, notamment du point de vue agricole? Encore une fois, là, le secteur agricole est aux mains des Rwandais. Mais ils sont devenus des anges aux eaux doux et donc devenus nos frères. On a vu les conséquences en RDC. On va en parler, on va revenir sur ces deux cas-là.